Il a sacrifié sa mère pour devenir riche. Aujourd'hui, ses enfants meurent un à un. Bienvenue dans French African Folktale. Le bruit du moteur grondait encore dans ses oreilles. Son père, André, travaillait ce jour-là sous un gros camion. Les mains pleines de graisse, le visage trempé de sueur. Puis d'un coup, le poids est tombé. Le camion l'a écrasé. Mort sur place. Dans la cour, sa femme Mado s'est effondrée. Elle criait, mais personne ne pouvait ramener André. Le petit Junior, lui, n'avait que 2 ans. Trop jeune pour comprendre, mais c'est ce jour-là qu'il est devenu orphelin de père. Mado s'est juré de ne jamais se remarier. Tout pour son fils. Elle se levait à l'aube, ses bassines de manioc sur la tête, criant au marché pour vendre quelques morceaux. Elle rentrait le soir épuisée, mais Junior devait manger. Elle se privait, elle sautait des repas, mais son fils avait toujours un peu de nourriture dans son assiette. La maison, c'était une petite case pauvre, sans rien. Pas de confort, pas de luxe. Seulement une mère qui saignait pour son fils et un enfant qui grandissait dans la pauvreté. Junior avait grandi. L'âge d'aller à l'école était arrivé. Mado s'était battue, elle avait payé les cahiers, l'inscription, même si ça lui coûtait ses dernières économies. Mais dès qu'il est entré dans la cour de l'école, Junior a compris que lui, il n'était pas comme les autres. Les enfants comme Patrick ou Michel arrivaient avec des uniformes propres, bien repassés. Leurs chaussures brillaient comme des miroirs. Junior, lui, portait un uniforme déchiré, rapiécé, qu'il traînait depuis des années. Ses chaussures, c'étaient des vieilles sandales usées, ouvertes, prêtes à lâcher à tout moment. En classe, il sentait les regards. Certains camarades se moquaient. Lui, il baissait la tête, il supportait. À la maison, c'était la même routine. Manioc, matin, midi, soir. Rien d'autre. Un soir, Junior avait explosé devant sa maman. « Maman, depuis que papa est mort, tu m'as appris seulement un verset. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais pourquoi moi je ne vis pas ces vanités ? Pourquoi Patrick a toujours des habits propres, et moi je porte le même uniforme déchiré depuis 4 ans ? Pourquoi mes chaussures sont comme ça ? Tu es une mauvaise mère. Tu aurais dû me laisser mourir avec papa. » Ces mots-là ont frappé Mado comme un couteau. Pour la première fois, elle avait pleuré devant lui. Pourtant, elle se privait pour qu'il ait à manger. Elle sautait des repas pour lui payer l'école. Mais ce soir-là, son fils unique, celui pour qui elle avait tout donné, l'avait maudite. Ce soir-là, Mado avait préparé de l'igname avec un peu d'huile rouge. Elle avait appelé son fils doucement. « Junior, viens manger, c'est prêt. » Junior est arrivé. Il a regardé l'assiette. Ses yeux étaient pleins de colère. Puis, d'un coup de pied, il a renversé la nourriture. « Tu es maudite !» avait-il crié à sa mère. Mado est restée figée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'avait jamais répondu à son fils avec violence. Elle encaissait. Mais ce jour-là, son cœur saignait. Junior, à peine 12 ans, commençait déjà à traîner avec les garçons du quartier. Les mauvais. Il fumait, il riait fort avec eux, il ne rentrait plus à la maison comme avant. La parole de sa mère ne comptait plus. Petit à petit, il devenait un autre. Junior avait déjà 12 ans. Dans la rue, on le voyait avec les brigands du quartier. Cigarette au bec, rire nerveux, gestes durs. Il s'éloignait de plus en plus de sa mère. Mado le voyait changer. Elle parlait, elle suppliait. « Mon fils, écoute-moi, tu vas te perdre. » Mais Junior ne l'écoutait plus. Ses yeux n'avaient plus la douceur d'avant. À 16 ans, il était déjà un voleur reconnu dans le village. Les gens le craignaient. Les rumeurs circulaient. Le fils de Mado est devenu bandit. Mado, elle, marchait la tête basse, honteuse, mais elle continuait à prier en silence. Un soir, sans prévenir, Junior avait disparu. Pas un mot, pas un au revoir. Juste un silence et une maison vide. Il avait quitté le village. Direction la capitale. Quand Junior est arrivé en ville, il n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison. La seule chose qu'il avait, c'était la rue. Très vite, il a trouvé son milieu, les bandits des grands chemins. Ceux qui vivaient de vol, de braquage, de tout ce qui n'était pas bien. Junior est devenu l'un d'eux. Pendant ce temps, au village,
Mado s'inquiétait. Elle n'avait plus de nouvelles. Ses nuits étaient pleines de larmes. Elle priait. Mon ventre, mon fils, j'espère que tu respires encore. Quand les téléphones ont commencé à circuler jusque dans le village, Mado avait fait l'effort d'en acheter un. Elle voulait juste entendre la voix de son fils. Et le jour où il a appelé, elle a pleuré de joie. Elle a crié. « Allô, Junior, c'est toi? Tu vis ?» Mais même au téléphone, Junior gardait sa dureté. « Maman, si je suis devenue comme ça, c'est à cause de toi. Pauvre maman, tu n'as rien fait pour moi. » Chaque appel, au lieu de réconforter Mado, la blessait encore plus. Elle gardait son silence, mais son cœur se brisait à chaque mot. Un soir, Junior et deux de ses amis, Capo et Fabrice, étaient assis à boire. La discussion a tourné. Ils parlaient de leur vie de bandits, des risques, de la police qui les traquait chaque jour. Capo a dit « Ce métier-là, c'est trop risqué. On peut finir mort pour rien. Faut qu'on cherche la vraie richesse. » Fabrice a ajouté « Tu vois bien, il y a des ministres, des grands hommes, ils ont touché aux fétiches et aujourd'hui ils sont riches. Nous aussi, on peut le faire. » Junior a regardé autour, ses yeux brillaient d'envie. C'était décidé. Ils ont trouvé un vieux féticheur, Papa Moreau. Quand ils sont arrivés chez lui, l'homme les a fixés longtemps avant de parler. « Rien n'est gratuit ici. Vous voulez la richesse, mais il faut donner quelque chose en échange. » Capo a dit calmement. « Moi, je donne mon fils. C'est mon sacrifice. » Fabrice a dit. « Moi, je n'ai pas besoin d'enfants. Je donne ma progéniture. » Puis Papa Mokili s'est tourné vers Junior. « Et toi, qu'est-ce que tu donnes ?» Junior a baissé la tête. Il a serré ses dents. Puis il a lâché d'une voix dure. « Moi, je donne ma mère. » Quand Junior a dit qu'il offrait sa mère, le vieux féticheur Papa Moreau l'a fixé longtemps. Puis il a souri, un sourire qui glaçait. « Ta richesse viendra, mais il y a une condition. Tu dois retourner voir ta mère. Tu dois la rendre heureuse une seule journée. Juste un jour. Tu dois cuisiner pour elle, lui donner de la joie. Après ça, ton sacrifice sera complet. » Junior a hoché la tête sans hésiter. Pour lui, ce n'était qu'une formalité. Il a rassemblé ses affaires. Il a appelé ses amis Capo et Fabrice pour qu'ils l'accompagnent. Le plan était clair. Retour au village, retrouver sa mère, lui donner ce qu'il n'avait jamais donné, puis accomplir le rituel. Ils ont pris le bus. Le trajet était long, mais Junior souriait. Dans sa tête, il se voyait déjà riche, respecté, habillé comme les grands. Quand le bus est arrivé au village, tout le monde a vu Junior descendre. Lunettes fumées sur le visage, chaussures de marque, habit Gucci. Il brillait de la tête aux pieds. Les jeunes du quartier murmuraient. C'est Junior, le fils de Mado, celui qui avait disparu. Sa mère, Mado, était assise devant sa maison. Elle a levé les yeux et son cœur a failli s'arrêter. Elle a reconnu son fils. Elle s'est levée en courant, les larmes aux yeux. « Junior, c'est toi. » Lui, pour la première fois depuis des années, il a souri doucement. « Oui maman, c'est moi. Je suis devenu quelqu'un. Aujourd'hui, vanité de vanité, même la pauvreté va passer. » Mado l'a serré fort contre elle. Les voisins regardaient. Ils n'en revenaient pas. Le fils perdu était revenu, habillé comme un roi. Junior avait sorti une grosse liasse d'argent. Devant les voisins, il a compté près de 3000 $. Il a mis ça dans les mains de sa mère. « Maman, tout ça c'est pour toi. Tu ne vas plus pleurer. » Les gens autour ouvraient grand les yeux. Certains murmuraient « Mouté Malikounia, c'est beaucoup d'argent. » Junior avait aussi sorti un pagne flambant neuf, un super wax. « Maman, ça, c'est pour toi. Tu vas t'habiller comme une reine. Aujourd'hui, ton fils est venu essuyer tes larmes. » Puis il avait ajouté « Maman, aujourd'hui, c'est moi qui prépare pour toi. » Il a acheté une chèvre, des condiments, il a tout cuisiné lui-même. Le soir, il a servi le repas à Mado. « Maman, mange. Aujourd'hui, c'est ton fils qui a préparé. » Mado a souri. Elle a mangé avec joie.
Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait ressenti un tel bonheur. Quand la nuit est tombée, Junior s'est levé. « Maman, ce soir je dors à l'hôtel. Demain matin, je reviens. » Mado l'a regardé, le cœur rempli de paix. « Va mon fils. Que Dieu te bénisse. » Le lendemain, le soleil s'était déjà levé. 10 heures, midi, 2 heures de l'après-midi. La porte de la maison de Mado restait fermée. Pas un bruit, pas un signe. Les voisins commençaient à murmurer. Elle n'est pas sortie depuis hier soir. Qu'est-ce qui se passe? On a frappé à la porte. Rien. Silence. Une inquiétude lourde s'installait. Tout le monde se rappelait de la veille. Junior était revenu, il avait donné de l'argent, il avait cuisiné, il avait fait la fête. Sa mère riait comme jamais. Et ce matin, plus rien. La porte restait close, comme si le bonheur d'hier avait avalé la maison entière. Les voisins commençaient à s'inquiéter. On a frappé doucement. Maman Mado. Et maman, ouvre. Pas de réponse. On a frappé plus fort. Maman Mado. Tu dors encore. Le silence pesait. Les gens du quartier se sont regroupés. L'un a dit « Non, ça ce n'est pas normal. Hier elle était bien, elle riait avec son fils. On ne peut pas la laisser comme ça. » Alors, 2 hommes ont pris la décision. Ils ont donné des coups d'épaule. Boum! La porte a cédé. À l'intérieur, l'odeur était lourde. On a trouvé Mado allongée sur son lit. Elle ne bougeait pas. Les yeux fermés, le corps froid. Elle était morte. Les femmes du quartier se sont mises à crier. Les enfants pleuraient dehors. Le bruit s'est répandu vite. Maman Mado est partie. Pendant que le quartier pleurait, Junior lui, il était à l'hôtel. Il riait avec ses amis, un verre à la main, lunettes fumées sur le nez. La musique tournait, les bouteilles s'alignaient. Un jeune du village est arrivé en courant, essoufflé. Il a crié « Junior! Junior !» Junior s'est retourné, calmement. « Quoi encore ?» Le garçon l'a regardé droit dans les yeux. « Ta maman Mado est morte. » Un silence a traversé la terrasse. Tout le monde fixait Junior. On s'attendait à ce qu'il se lève, qu'il pleure, qu'il crie. Mais lui, il a tiré une bouffée sur sa cigarette et il a répondu froidement. « J'ai entendu. » Le messager a insisté, choqué. « Junior, tu m'écoutes? On parle de ta mère. Elle est morte. » Junior a levé la main, il a répété calmement. « J'ai entendu. » Il a bu une gorgée de son verre. Comme si la nouvelle ne le touchait pas. Le lendemain, tout le quartier parlait de ça. L'enterrement de Mado ne ressemblait pas à un deuil, mais à une fête. Junior avait sorti l'argent. Des musiciens jouaient, les femmes dansaient presque, les habits étaient flambants. On disait, vraiment, il a enterré sa mère comme une reine. Le cercueil était richement décoré. Les gens regardaient, partagés entre admiration et malaise. Certains murmuraient. Il fait trop. On dirait qu'il se réjouit de la mort de sa mère. Le soir venu, quand tout le monde était rentré, Junior est retourné seul au cimetière. Une bouteille à la main, il s'est assis devant la tombe. Il a bu, il a craché sur la terre encore fraîche. Pour une fois, tu m'as été utile. Grâce à toi, j'ai tout aujourd'hui. Après ça, il s'est levé pour rentrer. En quittant le cimetière, il a entendu un souffle derrière lui, comme une voix qui l'appelait dans le noir. Il s'est retourné d'un coup. Personne. Juste le vent. Il a haussé les épaules et il est parti sans regarder en arrière. De retour à Kinshasa, la fête a commencé. L'argent coulait. Junior sortait les voitures de luxe, les habits de marque. Il faisait la pluie et le beau temps. Avec le temps, il a choisi une femme. Une belle femme aux formes généreuses, une femme de son goût. Avec elle, il a eu 4 enfants, une fille et 3 garçons. À l'extérieur, tout semblait parfait. Un couple riche, une famille enviée. Mais la nuit, tout changeait.
Junior commençait à rêver de sa mère. Elle apparaissait et répétait le même verset qu'elle lui disait quand il était petit. Vanité de vanité, tout est vanité. Il se réveillait en sursaut, transpirant. Il se disait: c'est quel genre de rêve après toutes ces années? Les jours suivants, ce n'étaient plus seulement les rêves. Parfois, en dormant, il sentait une respiration près de son lit. Il ouvrait les yeux, il voyait des silhouettes devant la fenêtre, des rires étranges dans la maison. Il demandait à sa femme: tu ne vois pas? Tu n'entends pas? Elle répondait calmement: moi je ne vois rien. Junior commençait à être troublé. La richesse était là, mais son esprit, lui, commençait à vaciller. Une nuit, Junior dormait à côté de sa femme. Vers 3 heures du matin, il a senti une présence. Quand il a ouvert les yeux, son cœur s'est figé. Sa mère, Mado, était debout dans le coin de la chambre. Elle le regardait fixement, sans bouger, avec ce même regard plein de reproches. Junior a sursauté. Il a crié: mais c'est quoi ça? Sa femme s'est réveillée, affolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas? Regarde là-bas. Elle s'est tournée. Rien. Le coin de la chambre était vide. Junior tremblait, la sueur coulait sur son visage. Sa femme, confuse, lui a dit doucement: moi je ne vois rien. Le lendemain, Junior est allé voir ses amis, ceux avec qui il avait fait le pacte. D'abord Capo, celui qui avait donné son fils. Capo avait le visage fatigué, troublé. Il lui a dit: moi aussi je vois mon enfant. Il vient me chercher la nuit. Il rit, il m'appelle. Je n'ai plus la paix. Puis Junior est allé chez Fabrice, celui qui avait sacrifié sa progéniture. Fabrice l'a regardé calmement. Moi je ne vois rien. Depuis que j'ai donné, je dors tranquille. Junior est rentré chez lui encore plus troublé. Chez Capo, c'était déjà le début de la folie. Chez Fabrice, silence total. Et chez lui, c'était sa mère qui revenait chaque nuit. Les jours passaient. Junior recevait de plus en plus de nouvelles de Capo. Son ami n'était plus le même. Il parlait seul, il criait parfois dans la rue. Les voisins disaient: le fils de Capo vient la nuit. On l'entend pleurer, on l'entend crier dans sa maison. Un soir, Junior est allé lui rendre visite. Capo était assis par terre, les yeux rouges, le corps tremblant. Il murmurait: il est là, mon fils, il me regarde. Quelques semaines plus tard, Capo a perdu totalement la raison. Sa folie l'a conduit jusqu'à l'hôpital, puis il est mort. Junior avait peur. Son cœur battait vite. Il s'est dit: si ça commence comme ça pour moi aussi, je suis foutu. Alors il a commencé à chercher des solutions. Des féticheurs partout. Chaque adresse qu'on lui donnait, il y allait. Finalement, un vieux féticheur lui a dit: ton problème, c'est la tombe de ta mère. Tu dois retourner au village. Tu dois faire une cérémonie. Enchaîner la tombe, sinon elle sortira toujours pour te hanter. Junior est reparti au village. Avec des rituels, des incantations, des chaînes symboliques, ils ont enfermé la tombe de Mado. Le féticheur lui a donné des amulettes, des gris-gris à porter. Junior est rentré rassuré. Il croyait que cette fois, la paix allait revenir dans sa maison. Junior était revenu avec ses amulettes. Des colliers, des gris-gris, qu'il portait jour et nuit. Il les avait accrochés aussi aux fenêtres, aux portes. Le féticheur avait dit: ta mère ne sortira plus. Mais la nuit, ça continuait. Junior se réveillait en sursaut, trempé de sueur. Sa mère apparaissait dans ses rêves, répétant toujours le même verset. Vanité de vanité, tout est vanité. Il entendait des pas dans le couloir. Des rires étouffés. Parfois, il sentait un souffle chaud à côté de son oreille. Sa femme, inquiète, lui disait: Junior, qu'est-ce qui t'arrive? Moi je dors tranquille, je ne vois rien. Junior ne tenait plus. Son cœur était en feu,
sa tête tourmentée. Alors il a décidé de voyager. Chérie, on part. Allons en France, changeons d'air. Ici je n'ai plus la paix. Il a pris ses valises. Toute la famille a suivi, sa femme, sa fille, ses 3 garçons. Direction la France. Là-bas, il voulait fêter l'anniversaire de son fils aîné, ses 18 ans. Il espérait que loin du pays, loin des tombes, les esprits resteraient derrière point, mais il se trompait. En France, la fête battait son plein. Tout le monde riait, les tables étaient pleines, la musique tournait. Le fils aîné de Junior soufflait ses 18 bougies. Mais au fond de la salle, Junior a vu une silhouette. Une femme, immobile, la main posée sur la joue. Son cœur s'est serré. Il a fixé. Plus il regardait, plus il reconnaissait. C'était sa mère. Junior s'est levé brusquement, la voix tremblante. « Vous voyez ? Regardez là-bas. C'est ma mère. » Les invités ont tourné la tête, mais personne n'a vu ce qu'ils voyaient. Les regards se sont posés sur lui, gênés. Certains ont murmuré. Il délire. Sa femme l'a tiré par le bras, la honte au visage. Arrête Junior. Tu veux nous ridiculiser ? Moi je sens que ça ne finira pas bien. Si ça continue, je vais te quitter. Junior tremblait, il jurait qu'il l'avait vu. Mais pour les autres, il n'y avait rien. Le lendemain, Junior et sa famille étaient réunis dans le salon. On mangeait, on riait, tout semblait normal. Son fils aîné, 18 ans, s'était enfermé dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, un cri déchirant a retenti. « Ah ! Venez vite !» Tout le monde a couru. On a trouvé le garçon étendu par terre. Le corps secoué de convulsions, la bouche pleine d'écume. Junior criait son nom, il le secouait. Mais ses yeux s'étaient déjà renversés. Le souffle s'était arrêté. Panique. Cris dans la maison. La mère s'est effondrée, les frères pleuraient. Junior, lui, restait figé. Son fils venait de tomber, comme ça, sans avertissement. Quelques jours plus tard, le corps a été ramené pour l'enterrement. La famille entière était plongée dans le deuil. Le bruit s'est répandu partout. Le fils aîné de Junior était mort brutalement. Et dans les murmures des voisins, une phrase revenait. La malédiction de sa mère continue. La maison n'avait même pas encore atteint le 40e jour de deuil du fils aîné. Tout le monde pleurait encore. Les habits noirs du deuil étaient toujours sur les épaules. Mais la malédiction n'avait pas fini son chemin. Une nuit, la petite fille, l'unique fille de Junior, s'est couchée comme d'habitude. Le matin, elle ne s'est jamais réveillée. Quand la mère est entrée dans la chambre, elle a crié « Non, pas encore, pas mon enfant !» Les voisins ont accouru, on a découvert la fillette sans vie. Une mort silencieuse, sans explication. Dans la maison, les pleurs redoublaient. Les femmes se frappaient la poitrine, les hommes secouaient la tête. On disait « C'est trop, ce n'est pas normal ». Une famille qui enterre 2 enfants coup sur coup, c'est la malédiction qui frappe. Et Junior, lui, était inconsolable. Il ne parlait plus. Ses yeux restaient dans le vide. Après la mort de la petite fille, la maison n'était plus qu'un lieu de cris et de silence lourd. Junior voyait les cercueils s'enchaîner. Sa femme, elle, observait tout, les cauchemars de son mari, ses sursauts la nuit, ses cris, les manifestations qu'il disait voir. Un soir, elle s'est assise sur le lit, les yeux gonflés de fatigue. Elle a dit calmement, mais avec une décision ferme. « Moi je ne peux plus. J'ai promis des enfants, mais regarde, ils tombent un à un. Je pars. Ne m'appelle plus. Toi et tes histoires, je n'en veux pas. » Elle a plié ses affaires, rangé ses habits dans une valise, pris les enfants qui restaient avec elle. Puis elle est sortie de la maison sans se retourner. Junior est resté là, assis, incapable de bouger. Il entendait encore sa voix résonner. « Je pars, ne m'appelle plus. » C'était la fin de leur mariage. Dans tout ce chaos, une vérité est sortie. Junior avait eu un enfant avec une autre femme. Cet enfant-là, personne n'en parlait beaucoup.
Mais c'était le seul qui semblait épargné. Pas de maladie, pas de cauchemar, pas de mort soudaine. Les gens murmuraient. Regardez bien, ces enfants du foyer officiel tombent un à un. Mais celui de l'extérieur, lui, il est vivant. Comme si la malédiction avait choisi sa cible. Junior, affaibli, voyait ça comme une ironie du destin. Peu de temps après, le divorce a été prononcé. Sa femme n'était plus là. Les papiers étaient clairs, chacun pour soi. Dans la ville, les rumeurs circulaient vite. Une belle femme, quand elle quitte un mariage, tu la retrouves mariée ailleurs en 6 mois. C'est exactement ce qui est arrivé. L'ex-femme de Junior s'est remariée avec un homme riche, connu, respecté. Pendant que Junior s'effondrait, elle souriait dans sa nouvelle maison. Le choc était trop fort pour Junior. Un matin, il s'est effondré. AVC. Le côté du corps paralysé. À partir de là, il ne contrôlait plus rien. Il se faisait dessus, incapable de se lever seul, incapable de se laver. Les domestiques qui travaillaient pour lui ont commencé à partir un à un. Les amis, eux aussi, s'éloignaient. Junior, l'homme qui faisait trembler la ville avec son argent, était devenu dépendant, réduit à un corps faible. Il restait couché, la tête encore consciente, mais le reste détruit. Dans sa chute, Junior avait tout perdu, sa femme, ses enfants, ses travailleurs, ses amis. Tous s'étaient éloignés. Tous, sauf un. C'était son ami du pacte, celui qui avait donné sa progéniture. Lui, il avait décidé de s'occuper des enfants de ses frères et sœurs comme des siens. C'était le seul encore fidèle, le seul qui venait s'asseoir à côté de Junior, lui parler, l'écouter, même dans son état. Junior voyait en lui son dernier appui. Un jour, Junior a reçu un message. C'était son ex-femme. Les mots ont traversé son cœur comme un couteau. « Tu es content ? 2 ans après, tu vois où on en est ? Notre 3e enfant est mort aussi. » Junior a crié, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas perdre tous mes enfants. » Son corps tremblait, ses mains faibles ne tenaient même pas son téléphone. La douleur était trop lourde. Alors, Junior a supplié son ami. « Ramène-moi au village. Je dois demander pardon à ma mère. Je ne peux plus vivre comme ça. » Ils ont pris la route. Junior, assis dans une chaise roulante, regardait son téléphone. Ses yeux sont tombés sur une photo publiée par son ex-femme. Elle posait avec leur dernier enfant et un autre homme. Junior a baissé la tête, sans force. Les larmes coulaient toutes seules. Arrivé au cimetière, on a poussé la chaise roulante de Junior jusqu'à la tombe de Mado. Devant la pierre froide, son corps tremblait, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a levé la main faiblement, puis il a murmuré. « Maman, pardonne-moi. J'ai dit du mal de toi, j'ai osé te maudire, j'ai même eu le courage de te sacrifier. Regarde ce que je suis devenue aujourd'hui. Je n'ai plus rien. J'ai perdu mes enfants, ma femme est partie, je suis comme un mort-vivant. Maman, pardonne-moi. » Il se penchait, les larmes coulaient sans s'arrêter. Sa voix se brisait. « Aujourd'hui je comprends, vanité de vanité, tout est vanité. » Le vent soufflait autour de lui. Son ami, debout derrière, baissait la tête, incapable de retenir ses propres larmes. Junior frappait sa poitrine avec sa main faible, répétant encore « Maman, pardonne-moi. » Toujours assis devant la tombe de sa mère, Junior pleurait, la tête penchée, ses mains tremblantes. Son ami essayait de le relever. « Allez, lève-toi, ça suffit. » Mais Junior n'avait plus de force. Son souffle s'est arrêté là, devant la tombe. Sa tête est tombée de côté. Silence. Son ami a crié. « Au secours! Au secours !» Mais c'était trop tard. Junior était mort, devant celle qu'il avait reniée, devant la tombe de sa propre mère. On l'a enterré juste à côté d'elle. 2 tombes, côte à côte. La mère et le fils. Le seul enfant qui restait de Junior, c'était celui de la Chisa. Mais en grandissant, lui aussi avait pris la route de son père. Les armes, la rue, la violence. On disait dans le quartier.
Il est devenu brigand, comme son papa. La malédiction n'avait pas fini son travail. Cette histoire montre que la vie sans respect pour ses parents est une vie condamnée. Junior avait tout, l'argent, les habits, les voitures, une belle femme, des enfants. Mais tout est parti, parce qu'il avait osé sacrifier celle qu'il avait mise au monde. On oublie souvent que la bénédiction d'une mère, ça vaut plus que l'or. Et sa malédiction, ça détruit même la plus grande richesse. Et toi, si tu étais à la place de Junior, est-ce que tu aurais choisi la richesse avec un sacrifice, ou la pauvreté avec la paix? La team, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez.